Alors, bienvenue à cette conférence qui accompagne l'exposition que vous avez certainement déjà vue. Donc, cette conférence est en lien direct avec l'exposition, mais elle est aussi représente aussi une autre façon d'illuminer un tout petit aspect, parce que l'un des auteurs qui est présent dans l'exposition, il fait l'objet de cette présentation. Je vais commencer avec quelques remarques très générales. Déjà dans notre exposition, bien sûr, il est question de jardin, mais à partir d'un angle tout à fait spécial et spécifique, qui est celui de la littérature. Le jardin, en s'appuyant aussi sur les documents qu'on vous montre dans l'exposition, est toujours un hortus conclusus, comme vous le voyez là-bas. C'est toujours un lieu fermé, c'est toujours un lieu autre. Et cette qualité autre, cette altérité, elle lui a donné depuis toujours une qualité tout à fait spécifique. Et on verra que les deux cas que je vous présenterai ne font pas exception et que cette altérité, ce que Michel Foucault a appelé l'hétérotopie, c'est-à-dire cette altérité radicale du jardin comme un lieu autre, différent, elle transparaît aussi dans ces deux exemples. Le jardin, c'est beaucoup de formes, c'est énormément de styles, de possibilités. Déjà à la Renaissance et à l'époque baroque, le jardin est théorisé comme deuxième ou troisième nature. La première nature étant la nature sauvage, la deuxième étant la nature agricole, et la troisième que l'on voit ici entre le Parnasse et les terrains travaillés, c'est la nature, cette troisième nature qui est la nature jardin, qui bien sûr dans notre époque peut prendre des formes très différentes. Ça, c'est par exemple un jardin de notre ami Gilles Clément, qui laisse faire la nature, qui laisse vagabonder la nature, qui travaille avec la nature. Ce n'est pas complètement nouveau, ça revient, on peut dire tous les 30 ou 50 ans, et ça donne des jardins quelque part paradoxaux et surprenants, donc des projets de jardin ou de projets d'architecture du paysage. On se demande encore où est le jardin. Mais le jardin prend, comme je le disais déjà auparavant, des formes extrêmement diverses. Par exemple, au Japon, où Mirei Shigemori a inventé une nouvelle grammaire des jardins à partir des années 30 et 40. Et vous connaissez aussi d'autres exemples à travers le monde, le parc André Citroën, où encore Gilles Clément a travaillé, où nous voyons que le jardin, le parc, peut prendre, surtout à notre époque, des formes parfois surprenantes. Surprenantes que l'on retrouve aussi dans des jardins classiques, qu'ils soient ici à Lisbonne, ou bien dans des cas plus extrêmes, comme au Japon, où avec le Daizenin, nous rencontrons des cas extrêmes de jardins. C'était bien sûr des jardins dans un contexte très spécial d'un temple zen, des jardins de méditation, mais toujours est-il que même ces jardins ont influencé après l'art des jardins dans notre siècle et dans nos régions. Une autre remarque introductive importante concerne les jardins en tant que tels, en tant qu'œuvre d'art. Il fut un temps, surtout à partir de la Renaissance, 15e siècle, où le jardin était une œuvre très sérieuse, importante. Là, nous sommes à Bagnaia, à Villalante, dans la région au nord de Rome, au sud de la Toscane. Et quand les seigneurs, les princes, les cardinaux, les évêques, etc., construisaient ce genre de jardin, ils faisaient quelque chose d'extrêmement ambitieux. Tout d'abord, ça coûtait une fortune. On prenait l'eau, on ne l'utilisait pas pour l'agriculture, mais pour le jardin. C'était des jardins de dizaines, parfois de centaines d'hectares. Et on investissait énormément pour les transformer en œuvres d'art. Et ces jardins étaient didactiques, ils étaient pédagogiques. On entrait dans ce jardin pour apprendre quelque chose. Ces traditions, c'est presque complètement perdu, mais pendant 300 ans, le jardin en Europe était un lieu d'enseignement où on commençait un trajet, par exemple ici à Villalante avec la fontaine du déluge, et on arrivait en bas à la fontaine de la lumière, donc on traversait un chemin qui était aussi un apprentissage. Et bien sûr, et c'est important pour la suite, pour les deux jardins dont je vous parlerai, la littérature et surtout le texte, les inscriptions étaient tout à fait primordiaux. Donc ces jardins étaient des jardins d'inscription, comme aussi à la Villa d'Este à Tivoli, pas très très loin, un peu dans la même région romaine, dans le Latium,
où on voit comment un jardin est une œuvre d'une extrême sophistication, où on prend les meilleurs artistes, des sculpteurs, des spécialistes aussi, les fontainiers, les gens qui faisaient les fontaines et le système hydraulique, et tout ce monde travaille ensemble pour créer une œuvre d'art qui était reconnue comme telle. Et plus tard, bien sûr, cette histoire se continue, par exemple à Volvicomte, avec le formidable et tragique, si on peut dire, le jardin de Nicolas Fouquet, dont il a qui a vécu peut-être seulement cette grande fête de août 1661, où, comme Voltaire le disait, le soir, Nicolas Fouquet était le roi de France et le lendemain, il n'était plus rien parce qu'il va être arrêté et puis il va passer les 13 ans en prison. Donc, mais ce jardin de Volvicomte était aussi un assemblage, un ensemble extrêmement compliqué, plein de sculptures, plein d'inscriptions, mais aussi le théâtre aussi de l'expérimentation d'un laboratoire, on pourrait dire, de physique et d'optique et de dioptrique et ainsi de suite. Et cette grande tradition s'est terminée. Et si nous allons vers notre époque, 20e siècle, des jardins comme œuvres d'art sont très très rares. Donc on peut les compter sur une main. Peut-être est-ce celui-ci, le célèbre jardin de la Villa Noailles, à Hyères, 1927, un jardin dans une maison importante en relation avec l'architecture qui a été parfois appelé jardin cubiste ou jardin moderniste. Mais c'est presque l'exception absolue. On peine à trouver d'autres exemples. Donc est-ce que le jardin peut-il être moderne ? Est-ce que le jardin est d'emblée postmoderne avant de devenir moderne ? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent aussi quant à l'esthétique du jardin. Mon sujet sont deux jardins fort différents, mais qui ont quand même des éléments en commun. Le premier se trouve en Écosse, dans les Pentlands, au sud de Glasgow et d'Édimbourg, environ 1 heure et demie au sud de ces deux grandes villes, dans une région de collines très très belle, assez sauvage. Vous voyez là une photo, donc il y a des collines douces, cette végétation typique, et c'est ici que quelqu'un, un auteur, un poète artiste a décidé de créer une œuvre d'art. Donc ce monsieur s'appelle Ian Hamilton Finlay, F-I-N-L-A-Y, donc Ian Hamilton Finlay. Il a commencé sa carrière comme poète. On associe sa poésie à ce qu'on appelle la poésie concrète. La poésie concrète, ce sont des gens comme Eugen Gomringer en Autriche ou bien Haroldo de Campos au Brésil, qui font des poèmes qui semblent parfois des poèmes presque bricolés, avec des répétitions. On verra un jeu assez ludique, donc une sorte de procédé ludique de créer des œuvres d'art linguistique, et on verra que c'est quelque chose qui va se continuer dans le jardin de Ian Hamilton Finlay. Finlay est donc poète, il est artiste, il travaille avec d'autres artistes, et à partir des années 60, il va bâtir un jardin extrêmement complexe qui, à sa mort, il y a une vingtaine d'années, contient 400 éléments, dont la plupart sont des éléments parlants, parce que, encore une fois, l'inscription, le côté sémantique y est essentiel. Vous voyez pas bien, mais même cette colonne, qui est une colonne artificielle, faite par des très bons artisans, mais c'est de l'artifice, elle est inscrite, il y a sur la plupart des éléments qu'on trouve dans son jardin des inscriptions. Je vais vous amener aussi vous inviter de faire cette petite excursion dans un deuxième endroit, cette fois-ci en Angleterre, dans le Kent. L'endroit s'appelle Dungeness, un jardin qui est devenu lui aussi très célèbre, en partie aussi suite à la mort de son auteur qui s'appelle Derek Jarman, dont vous avez un livre, le dernier livre dans notre exposition. Donc la fin de notre exposition, elle est marquée par Derek Jarman, est un livre très très important qui s'appelle Modern Nature, où Jarman, qui était un acteur, réalisateur, écrivain, intellectuel anglais, de premier plan dans les années 80, à la fin de sa vie, décide de créer un jardin qui est un anti-jardin. Donc on a d'une part un jardin de Ian Hamilton Finlay qui est un jardin presque postmoderne parce que c'est un jardin éclectique qui est la sous-main aussi de l'histoire des jardins
pas seulement européens, on peut dire des jardins du monde entier, et d'autre part un autre jardin également complexe. Et j'ai tenté de mettre ensemble ces deux parcours parce que ce qu'ils ont en commun, c'est surtout la qualité littéraire, la qualité sémantique, à savoir utiliser l'espace jardin comme un lieu de signification, un lieu où on veut transmettre des messages. Alors là, nous sommes encore, donc, nous revenons chez Finlay, en Écosse, dans ces collines, dans les Pentlands. Vous voyez, on se promène là-bas, c'est le goût général et le goût pittoresque. Le goût pittoresque qui est ce grand langage des jardins inventé par les Anglais au XVIIIe siècle, à partir de 1710-1711. On l'a bien documenté aussi dans cette exposition avec Chiswick House près de Londres, avec Joseph Addison qui théorise la nécessité de laisser tomber les jardins à la française, les jardins à l'hollandaise, trop de régularité, beaucoup d'ennui parce que tout a été fait, ou presque. On a vu trop de parterres et donc il y a cette invitation d'inventer un nouveau jardin qui serait plus naturel. Alors ce côté naturel donne lieu à l'esthétique du pittoresque, enseignée par les Anglais au XVIIIe siècle, et Finlay va réaliser son domaine en Écosse dans ce goût pittoresque, qui est le goût peut-être international le plus répandu au monde, parce que du parc des Eaux Vives au but de Chaumont à Central Park, c'est toujours et encore le style pittoresque qui domine. Donc quand on continue cette promenade, nous voyons des objets composites, ce sont des œuvres d'art. Donc le jardin tout court est une œuvre d'art, mais il est composé d'œuvres d'art, donc d'une série d'œuvres d'art, jusqu'à 400, souvent avec des inscriptions, des objets qui, bien sûr, font allusion à l'histoire de l'architecture, à l'histoire de la construction, qui sont parfois aussi autoréférentiels. Là, vous voyez Finlay lui-même sur un petit bateau. C'était un original, quelqu'un qui, à un certain moment, on verra dans quelques instants, va décider même de fermer son domaine parce qu'il est fâché avec l'administration locale et qui vit comme une sorte d'ermite dans son monde. Ici, c'est un petit lac qu'il a créé de toutes pièces et on le voit sur un bateau. Déjà, cette scène de Finlay dans son bateau est une citation. C'est une citation parce que l'une des références les plus importantes de Finlay est bien sûr Jean-Jacques Rousseau. Et vous vous souvenez que dans la 5e rêverie, Jean-Jacques dit qu'il a passé les 2 semaines les plus heureuses de sa vie près de Bienne, au bord du lac de Bienne, et il aimait bien sortir avec un tout petit bateau et laisser tomber les rames et se laisser bouger par l'eau et être en compagnie de la personne qu'il aimait le plus au monde, à savoir soi-même, et que c'était le bonheur ultime. Alors vous voyez ici cette solitude de Finlay dans son jardin, avec ce regard quand même espiègle et un peu bizarre, qui voit quand même qu'il y a un photographe par là. Donc c'est le monde de Finlay. À côté de lui, ou en contraste, Derek Jarman, donc figure de proue du mouvement aussi appelé queer ou gay rights en Angleterre. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté donc, dans la transformation de l'esthétique, pas seulement anglaise, mais britannique et internationale dans ces années-là. Lui, dans les années 80, il découvre d'un jour à l'autre qu'il est atteint de sida. À l'époque, il n'y a aucune thérapie, il y a 0 thérapie, et donc la thérapie va consister pour lui de se créer cet autre monde qui est son jardin, qui s'appelle Prospect Cottage, donc dans le Kent, à Dungeness. Et il va se promener avec son amie Tilda Swinton, qui apparaît dans plusieurs de ses films, dans cette région, et il va trouver un chalet, une sorte de cottage, et il va créer autour de ce cottage un jardin. Là, nous revenons à Finlay, donc toujours dans son jardin, on peut essayer de pénétrer lentement dans ce domaine assez grand, donc généreux. Vous voyez déjà des mâts, des inscriptions, des pieux, où parfois, ici c'est écrit thèse, antithèse, synthèse, donc des citations de l'histoire de la philosophie. Là, vous voyez la photo aérienne, un lac artificiel. Pourquoi un lac artificiel? Parce que tous les jardins à l'anglaise, à partir du XVIIIe siècle, doivent avoir un lac artificiel si c'est possible. Un lac artificiel ou bien une rivière, parce qu'on trouvait que ça donnait une sorte de vivacité, c'était un lieu de réflexion. Et un livre important dans notre exposition
reflète beaucoup ce phénomène, ce sont les affinités électives de Goethe, parce que vous vous souvenez que l'histoire tragique des affinités électives, elle est en partie motivée ou causée par la construction d'un lac, et sur ce lac, il y a la catastrophe avec une noyade, avec un petit bateau, etc., etc. Donc Finlay, il connaissait très très bien toutes ces histoires, et son domaine va refléter bien sûr l'histoire des jardins, mais pas seulement, on verra aussi l'histoire politique européenne. Retour encore en arrière, donc pour ce parallèle, pour ce premier parcours parallèle à Dungeness, donc nous sommes au bord de la mer, c'est rude, on dit parfois c'est le seul désert de l'Angleterre, vous allez voir une photo aérienne, c'est extrêmement très peuplé, il y a à côté une centrale nucléaire, et quand on demandait à Jarman, est-ce que ça ne te dérange pas? Il disait non, pas du tout, au contraire. Et puis, le peu de temps que j'ai encore à vivre, c'est peut-être grâce à des technologies nucléaires qu'on essaie de me guérir. Donc, et il était là, dans ce no man's land, dans ce wasteland, dans ce lieu pas très hospitalier, donc, où il va ramasser, il va combiner, il va inventer un jardin, anti-jardin, qui est fait d'objets épars, d'objets qu'il trouve par là. Vous voyez déjà cet objet en bois, encore une fois, comme un pieu. Ça fait penser à l'étymologie de pays, parce que le mot français pays vient d'un verbe latin qui est pango, et pango, ça veut dire enfoncer un pieu. Donc on peut dire enfoncer un pieu, c'est une façon de marquer le territoire, et aussi bien Finlay dans son jardin en Écosse que Jarman font ceci, c'est-à-dire ils marquent le territoire avec ces pieux. Mais ces pieux sont aussi sémantiques parce que vous reconnaissez que c'est bien sûr des restes du système ferroviaire. Donc ce sont des ruines d'activité humaine, et l'encre c'est une autre ruine de l'activité humaine. On voit qu'il y a ici une tentative avec des moyens simples, presque ludiques. Il fait un assemblage, il cherche des objets et il crée quelque chose qui va devenir de plus en plus complexe. Retour en Écosse, donc là nous sommes dans les Pentlands. Il y a un élément qui est présent qui doit être mentionné parce qu'il était fondateur pour le projet de Finlay. Il travaille pendant plus de 25 ans pour créer ce jardin. C'est le limes. Donc le limes, il passe à côté. Et le limes, c'est bien sûr l'histoire dans le sens long. Il y a 2000 ans, les Romains sont arrivés jusqu'ici et ils ont construit en plus ces murs. Et vous allez voir comment dans ce jardin, il y a une mimésis, une imitation de cette technique ancestrale de pierre sèche, et que la présence du limes et la présence de l'histoire va porter Finlay à utiliser son jardin comme un moyen pour penser l'histoire tout court. À Dungeness aussi, donc chez Jarman, l'histoire est présente. C'est une histoire qui est faite d'aventures humaines, ici de cabanes de pêcheurs, très anonymes. Parfois, les choses vont se défaire. L'esthétique de la ruine est très présente dans la région de Dungeness. Et vous savez que l'esthétique de la ruine aussi est, au moins à partir du XVIIIe siècle, omniprésente dans les jardins anglais. Les Anglais aimaient bien construire des fausses ruines, donc des fausses vraies ruines. Donc, elles faisaient semblant d'être des ruines, mais elles étaient complètement construites. Et puis, ça faisait partie de cette esthétique qu'on retrouve aussi chez Hubert Robert et d'autres peintres qui exaltent la puissance, on pourrait dire, sublime et pittoresque de la ruine. Donc, Little Sparta, vous voyez, c'est ainsi que Finlay a appelé son jardin ou son domaine, Little Sparta, Petite Sparte. Le nom nous surprend déjà quand on arrive dans ce domaine. Au départ, le domaine s'appelait Stony Pass, ce qu'on peut dire les sentiers pierreux, quand il prend possession de ce domaine. Et ensuite, il va le nommer Little Sparta. Pourquoi? Parce que c'est Sparte. Et Sparte, vous savez probablement que Édimbourg aime bien se targuer d'être l'Athènes du Nord. Donc, c'est l'Athènes du Nord. Et alors, les Sparte étant les ennemis jurés et le pire ennemi d'Athènes, à un certain moment, Finlay a choisi d'appeler son domaine Sparte. Là, vous voyez Édimbourg, Carlton Hill, jusque dans l'architecture néoclassique, cette idée que Édimbourg est l'Athènes du Nord. Et alors, pourquoi est-ce que Finlay appelle son domaine Little Sparta, Petite Sparte? Parce qu'à cause de ce bâtiment.
Alors ce bâtiment était un bâtiment agricole, une ferme préexistante. Finley arrive et il va faire ses petits assemblages, il va transformer les lieux et il va appeler ce lieu le temple d'Apollon. Donc, le Temple of Apollo, le temple d'Apollon. Il va installer des colonnes. Donc, à l'intérieur, il y a aussi un aménagement. Et il y a différents autres objets qu'on va voir par la suite. Quelques années plus tard, le fisc écossais arrive et dit, vous vendez ici vos œuvres d'art, des livres, des gravures et d'autres objets, et donc vous devez payer des impôts. Et lui il dit non, c'est un bâtiment religieux, c'est un temple d'Apollon, et je ne dois rien payer. Donc le différend continue pendant quelques années, et un jour il y a le bailiff et le shérif qui arrivent, ils confisquent les choses, et Finlay avec ses copains va faire une bataille ils sont dotés de pistolets d'eau, donc comme les enfants, et mitrailleuses d'eau, donc ils vont faire une bataille pendant 2 heures contre l'administration. Et Finlay est tellement fâché qu'il va fermer pendant 3 ans son jardin, et pendant 9 ans, il ne va plus sortir de son jardin. Donc plus sortir, ça veut dire qu'il ne va même plus aller au prochain village. Il n'est pas pourtant un ermite, parce qu'il y a le monde entier qui vient chez lui, parce que Finlay devient dans ces années-là un artiste, on peut dire, il fait partie de cet international de l'art contemporain qui fait que vous trouvez ces objets au MoMA, au Centre Beaubourg et partout. Mais il est fâché avec le monde, donc vous voyez, c'est un caractère pas facile. Et donc, ça c'est un peu l'une des histoires qui explique un peu le nom de Little Spartan, Petite Sparte. De l'autre côté, Derek Jarman, il appelle son cottage Prospect Cottage. Alors, le nom mérite aussi l'attention parce que dans Prospect Cottage, vous avez 2 termes qui sont extrêmement connotés. De part prospect, ce qui veut dire vue d'ensemble, on pourrait dire aussi paysage. Quand au XVIIIe et au XIXe siècle, par exemple, les héros de Anne Radcliffe, quand ils voyagent, ils s'arrêtent et ils disent il faut admirer les wonderful prospects. Donc, prospect, c'est une vue qui est donnée dans certains moments, et c'est ce qu'il y a de plus précieux quand on voyage. Donc, Prospect Cottage, ça veut dire, d'une part, il y a prospect, et dans prospect, il y a la vue. Et d'autre part, donc, prospect comme une catégorie esthétique qui renvoie au paysage et à la vue. Mais d'autre part, il y a le cottage aussi. Ça, c'est un prospect au 18e, 19e siècle. Donc, on fabriquait ça aussi avec des clos de glace. On avait des techniques pour pouvoir bien cadrer les beautés naturelles. Et le cottage est cet objet qui n'intéressait personne avant 1760. C'était des habitations nulles, de gens nuls, qui n'étaient pas considérés. Et à partir des années 1760-70, quand les habitants de Londres, Birmingham, Manchester et Liverpool vont trouver ça très chic et ils vont acheter les cottages, tout change et le cottage va devenir le summum de chic. Donc l'esthétique du cottage a été très artificiellement inventée au XVIIIe siècle et fait partie de cette grande révolution esthétique du pittoresque et du sublime. Et vous voyez, ces pauvres habitations, après, elles vont être célébrées. Donc, vous les trouvez chez Gainsborough, plus tard chez Constable. Donc, le cottage comme une architecture vernaculaire versus l'architecture néoclassique. Et alors, vous voyez, la maison principale, le bâtiment, le Prospect Cottage de Derek Jarman, c'est ça. C'est un ancien bâtiment de pêcheurs, relativement simple, peint en noir. Il y a une inscription, j'y reviendrai plus tard, sur le mur. Bien sûr, une inscription littéraire, parce que Jarman était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et vous voyez devant, déjà ce jardin anti-jardin, avec une sorte parterre qui est un anti-parterre, une parodie du parterre, parce que ce parterre est tout autre chose. Il a la forme carrée des parterres, mais à l'intérieur, vous avez des plantes qui sont des vagabondes, donc des plantes locales, donc qu'il utilise. Revenons-en toujours à Ian Hamilton Finlay, encore un bateau plus petit, donc vous voyez, il s'amuse à se construire des petits bateaux avec lesquels il traverse son petit lac. Ça, c'est le genre d'œuvre qu'il a créé comme poète, mais aussi comme artiste. Et vous pouvez le trouver à travers les musées du monde. Donc, par exemple, certain gardens are described as retreats when they are really attacks. Donc, certains jardins sont, on dirait, faussement définis comme des idylles, comme des lieux de retraite, alors qu'en vérité, ce sont aussi des lieux dangereux, ou des lieux où il y a même, on verra ça dans le jardin, il y a des traces de violence, ou bien d'autres phrases de ce genre.
Donc, c'est ça aussi la poésie concrète chez Finlay, des courtes phrases poétiques qui vont être imprimées sur le mur d'une galerie d'art ou bien dans les musées. Là, on revient donc, pour continuer le parallèle entre Derek Jarman, ici, en tournant son film sur Caravage. Il y a un autre film qui est très connu qui s'appelle Garden, justement, qui a été filmé dans ce lieu-là. Là, vous voyez à l'extérieur de King's College à Londres, où on rappelle la carrière de Derek Jarman. En revenant au jardin de l'Écosse, de Ian Hamilton Finlay, vous voyez avec le temps, ce jardin est devenu plutôt complexe. Il y a plusieurs parties. Par exemple, il y a un jardin de Julie. Automatiquement, nous pensons bien sûr à la Nouvelle-Héloïse parce que c'est le jardin de la Nouvelle-Héloïse et de Julie qui, suite au mariage imposé par sa famille et au renoncement à l'amour, va avoir comme ersatz un jardin qui s'appelle Élysée. Et ce jardin va être aussi le point de départ pour Rousseau pour une discussion. Il y a une lettre célèbre dans le 4e livre de la Nouvelle-Héloïse où on parle de la nouvelle esthétique du jardin. Donc le jardin de Julie, c'est le jardin de Rousseau. Mais il y a d'autres éléments ici, le jardin sauvage, on renvoie à l'esthétique du wild garden tel que William Robinson, un jardinier écossais, avait prôné à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez, ce jardin est une sorte de lieu composite avec beaucoup d'éléments et surtout des inscriptions. Alors l'inscription dans l'histoire des jardins, elle n'est pas nouvelle. Je parlais déjà auparavant, je vous disais, dans les jardins de la Renaissance, il y avait très très souvent des inscriptions. Là, nous sommes à Bomarzo, et à Bomarzo, sur la bouche de l'ogre, vous avez cette célèbre inscription « Ogni pensiero vola », toutes les pensées s'envolent, ou bien, vous voyez ici, une sorte de guide pour les visiteurs. On est vers 1553, donc on disait « Si tu entres dans ce jardin, concentre-toi ». Et avec le temps, beaucoup de ces inscriptions ont été effacées, mais il faut imaginer que les jardins de la Renaissance, et encore les jardins du XVIIIe siècle, sont pleins d'inscriptions. Donc, mettre des inscriptions dans un jardin n'est pas fondamentalement nouveau. Et puis, Piranèse aussi, XVIIIe siècle, on peut penser à l'énorme influence de Piranèse à partir du XVIIIe siècle comme un modèle de civilisation, ici la civilisation romaine, qui se matérialise dans des inscriptions innombrables. Et alors, Finlay, dans son jardin, il va utiliser l'inscription de cette façon. Ici, il y a une citation de Saint-Just. Saint-Just qui est important pour Finlay parce que c'est la Révolution française et vous voyez c'est une citation, c'est aussi une traduction parce que bien sûr l'original est en français, donc ici c'est écrit en anglais et vous voyez la présence de Saint-Just. Et si nous continuons notre promenade dans son jardin, vous voyez ici une tête d'or dorée, environ 60 cm de grandeur, et sur le front est écrit Apollon terroriste. Donc Apollon terroriste, c'était bien avant donc, les discours contemporains sur le terrorisme. Et ce qu'il entend par la terreur, c'est une réflexion sur la polysémie de la terreur. D'une part, la terreur, c'est aussi la façon dont la Révolution française va s'accaparer certaines figures comme Apollon et d'autres. Donc c'est la terreur dans le sens immédiat et politique. Mais c'est aussi la terreur de Apollon, parce que vous vous souvenez qu'Apollon n'est pas seulement un dieu guérisseur, c'est pas seulement le dieu de l'art, il n'est pas seulement musagète, mais Apollon est aussi un dieu qui tue très bien. C'est un dieu qui fait gagner des batailles. Par ailleurs, la grande bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, elle a été donnée au futur Auguste par Apollon, qui justement est un stratège. Donc la terreur, elle est présente dans différentes facettes d'Apollon, et peut-être aussi dans une autre facette qui est assez intéressante, qui est un sujet qui mérite lui aussi d'être étudié, à savoir la terreur exercée par l'art et par la beauté. Est-ce que des objets d'art, est-ce que l'art suprême n'est-il pas tellement fort, est-ce que l'œuvre d'art n'est-elle pas tellement extraordinaire que dans certains cas, on est comme brûlé, on est comme détruit par cette présence de la beauté. Donc vous voyez, tout ceci, un petit clin d'œil avec une tête d'or, c'est un jardin qui est plein de surprises, qui est plein de messages. Un autre message à peine crypté, c'est un pont rouge. Le pont rouge dans l'histoire des jardins, ça peut être un clin d'œil à Giverny, ça peut être un clin d'œil à beaucoup d'autres endroits, mais l'inscription Claudie, le génitif de Claude, est évidemment la signature de Claude Lorrain,
le peintre le plus influent dans l'histoire des jardins et dans l'histoire du paysage. Parce que Claude Lorrain était un modèle très très direct pour les jardins à l'anglaise. Vous voyez, l'inscription ici, Claude sur un petit pont, veut dire, attention, le paysage que j'ai composé ici dans mon jardin est un paysage qui cite ou qui rappelle les paysages classiques que nous connaissons de Claude Lorrain, que l'on pense au Liber Veritatis de Claude Lorrain, ou bien à ses peintures, à ses tableaux. Vous savez probablement que lors du Grand Tour, au XVIIe siècle, les Anglais aimaient bien acheter des tableaux de Claude Lorrain et qu'ils amènent, on peut dire des souvenirs assez coûteux, qu'ils amènent en Angleterre et en général au Royaume-Uni et que l'on retrouve jusqu'à nos jours et qui ont formé le goût des Anglais et des Britanniques en général pour la création des jardins pittoresques au XVIIIe siècle. Mais le jardin de Finlay est plus complexe, vous voyez, il est plus compliqué. On trouve aussi des objets à première vue assez bizarres. Donc, il a servi dans la Navy, dans la Royal Navy, comme soldat. Avant de devenir sur les îles Orkney, à un certain moment, il était berger pendant 1 an et demi. Et avant d'arriver ici et créer cette œuvre d'art étrange, donc vous voyez ces porte-avions ou bien les sous-marins, à première vue étonnant, mais Finlay se rendait compte que c'est un jardin du XXe siècle qu'il a composé. Donc ce jardin est un jardin contemporain, et la contemporanéité, l'histoire du XXe siècle, c'est aussi l'histoire de 2 très grandes guerres qui nous ont marqués, et y compris on peut dire dans un sens plus souterrain. Évidemment, c'est la violence, évidemment, c'est la mort, mais c'est aussi la culture. Aujourd'hui, on le comprend très bien. Tout le monde utilise Google Maps, Google Earth, Internet. Google Earth a été vendu par le Pentagone et la CIA en 2001 à Google. C'était une technologie complètement militaire. L'Internet est militaire. Et il y a un théoricien allemand de la culture qui a montré très très clairement que toute la musique de l'après-guerre, donc toute la musique rock, etc., est le résultat de infrastructures militaires laissées par les GIs en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a même une histoire souterraine de la culture, y compris de la culture populaire, qui est énormément influencée par le monde militaire, qu'on aime ça ou non. Donc ce signe est un memento mori, mais c'est peut-être plus compliqué. Dans d'autres parties du jardin, on est confronté à une nature plus paisible. Tout ça, c'est un assemblage, comme tous les jardins anglais. Tous les jardins anglais sont complètement artificiels. Ils se donnent comme naturels, mais ils sont artificiels. Ou bien un autre angle, vous voyez ici, un petit enceinte. On y lit églogue. Pourquoi l'églogue? Parce que c'est le monde pastoral. Je vous disais déjà que Finlay a été lui-même berger pendant quelque temps, mais c'est bien sûr la lecture de Virgile et l'omniprésence de Virgile dans la culture britannique qui a marqué ici les lieux. Donc, c'est un clin d'œil aux idylles, aux fameuses églogues de Virgile, surtout à la première églogue de Virgile sur Tityre, qui se retire dans son enclos parce qu'il est heureux dans un moment de guerre civile, alors que l'autre berger, lui, il est persécuté. Donc, on peut dire, la culture bucolique ou pastorale est omniprésente, et évidemment, en poète et en auteur érudit, Finlay fait allusion à ce genre de sous-texte, tout comme, bien sûr, il y a des citations du célèbre tableau de Poussin, Et in Arcadia ego, moi aussi j'étais en Arcadie, où des bergers, ici aussi des bergers, sont en train de déchiffrer, donc ils essayent de déchiffrer le nom de celui qui est mort. C'est un choc parce qu'on est en Arcadie. L'Arcadie, c'est l'âge d'or. Dans l'âge d'or, en principe, personne ne meurt, mais il y a quand même quelqu'un qui est mort. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a la mort en Arcadie? Est-ce que l'âge d'or a existé? Donc, vous voyez comment des sous-textes et des œuvres littéraires ou picturales ont été utilisés par Finlay pour, d'une part, les transformer en petites publications graphiques et, d'autre part, de les matérialiser dans son jardin. C'est là aussi qu'il est très directement poète, et même, on appelle ça poésie concrète. Donc il prend des noms, par exemple les noms de bateaux et de navires, les noms anglais, et il les énumère ici parce qu'il trouve qu'il y a une poéticité naturelle dans ces noms. Dès qu'on a une liste, on entend ça. Et alors, vous voyez, Cog, Boomy, etc.
À première vue, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est ainsi qu'il établit un texte de plus en plus dense dans son jardin. Il y a beaucoup d'autres éléments, donc presque tout est inscrit, tout est artificiel, fait par d'excellents artisans avec lesquels il aimait bien travailler. Là, vous voyez, au moment après cette fameuse bataille avec l'administration, pendant quelque temps, il ferme son jardin et il boude le monde entier. Et plus tard, aidé par des galéristes, des admirateurs et puis d'autres visiteurs, il va ouvrir à nouveau son domaine. Ça, ce sont aussi des œuvres qu'il donc vous voyez qu'il développait, où il fait des parallèles entre le monde militaire et les 4 ordres classiques de l'architecture. On a déjà vu ce genre d'inscription présente dans son jardin. Retour à Dungeness, donc dans le Kent. Le lieu lui-même est déjà surprenant. Il y a ce magnifique grand ciel, énorme, parce qu'on est au bord de la mer. Ça rappelle aussi la peinture du XVIIe siècle, Ruysdael et beaucoup d'autres peintres du Nord. Cet horizon étonnant, ces assemblages qui ont certainement changé mois après mois, année après année. Là, vous voyez la centrale nucléaire à 1,5 km, ces mâts ou ces morceaux de bois qu'il enfonçait comme des pieux dans la terre. Cette végétation qui est à la fois une végétation locale, mais qui est souvent une végétation aussi recherchée. Comme beaucoup d'Anglais, Jarman avait une excellente connaissance de la botanique. Vous savez à quel point les Anglais sont fanatiques de botanique, pensez à la Chelsea Flower Show, etc. Donc il faisait partie, il partageait avec les Anglais en général ce goût pour les plantes, et il allait souvent aussi dans des pépinières pour acheter telle ou telle plante et pour combiner l'élément sauvage avec l'assemblage, mais il utilisait aussi tout ce qu'il trouvait au bord de la mer, des restes de notre civilisation, la rouille aussi, l'esthétique de la rouille. Vous voyez, ça donne quelque chose de très délicat, d'une part des objets jetés de notre civilisation, la ruine. Georg Simmel disait la ruine, c'est la revanche de la nature sur nous. Nous, êtres humains, nous sommes des bâtisseurs, nous sommes des constructeurs, nous pensons pouvoir tout faire, même si nous ne pouvons pas tout faire, voire exegi monumentum horas, mais la rouille, elle reprend ses droits. Et la rouille, elle est peut-être poétique, elle est peut-être mélancolique, elle est peut-être pittoresque, mais vous voyez ici la rouille confrontée à des plantes qui sont peut-être spontanées, qui arrivent ici, et ça donne cette beauté surprenante, presque surréaliste. Donc vous voyez quelque chose de très dur, de jeté, de inutile, et puis les plantes. Et tout ça dans une ambiance qui déjà, à elle toute seule, paraît parfois métaphysique, parce qu'il y a, encore une fois, il y a ce ciel magnifique, ces ruines aussi, des maisons de pêcheurs. Donc, pour Jarman, ce n'était pas si difficile. Il se promenait ici, il prenait ce que la mer et ce que le temps, ce que les gens jetaient, et il faisait ses assemblages pour créer son jardin. À côté, il y a aussi un petit train un peu ridicule, donc c'est pas un train touriste, donc vous connaissez ça, mais qui peut-être donne encore une autre ambiance à ce lieu. Quand je vous disais que Dungeness est sauvage, donc ça c'est la photo aérienne. Vous voyez, c'est vraiment pour être en Angleterre et pour être à 30 minutes ou à 40 minutes d'endroits qui sont célèbres pour leur jardin, c'est vraiment extrêmement sauvage. Donc c'est extrêmement sauvage, et c'est ici qu'il a décidé de s'établir. Là, vous voyez l'intérieur de la centrale nucléaire. Retour à l'église Sparta. Donc le centre, c'est ce temple. Autour, beaucoup d'autres fabriques. Donc en français, on appelle ça fabrique, ce que les Anglais appellent follies. Ce sont des éléments artificiels qui servent à orner un jardin. Et ici, vous voyez, il y a un petit lac, lui aussi artificiel, composé et fait construire par Finlay. Et ce que nous voyons, c'est la hutte de Laugier. L'abbé Laugier était un théoricien de l'architecture très célèbre au XVIIIe siècle, et en reprenant des idées de Vitruve, il avait prôné que la toute première architecture humaine était une cabane faite de troncs de bois. Et évidemment, le tronc de bois va plus tard donner la colonne, et puis cette structure simple donne la première maison. Vitruve en parle, et alors Finlay fait
installé ici, fait construire une hutte de logis, une petite cabane. Vous voyez aussi le côté cottage. Là, nos deux auteurs se rencontrent. Là, retour toujours chez Jarman. Devant lui, son cottage, sa maison noire. On le voit dans le moment encore où il était plein de force et où il pouvait vraiment aménager son jardin. Tous ces pieux, je vous disais déjà dans ces deux lieux, on peut dire que c'est un leitmotiv, ces pieux enfoncés dans la terre, parce que c'est un peu le marquage original du territoire. Retour encore en Écosse, l'inscription. Travailler avec les inscriptions. Vous voyez comment une inscription très très simple donne à penser. Long horizons. Long horizons. Le mur lui-même a été construit avec la pierre sèche à la façon du limes romain. Horizons, l'horizon. L'horizon est un concept fondamental dans l'esthétique du paysage. Parce que l'horizon existe seulement quand il y a quelqu'un, et l'horizon change quand nous nous déplaçons. Et donc l'horizon, l'histoire du paysage, est aussi l'histoire de l'horizon. Et alors, utiliser ici un seul mot, vous voyez, transforme, on peut dire, ce jardin dans une sorte de machine à réfléchir. Une machine où il faut se concentrer. On va dire, bien sûr, la visite d'un tel jardin demande de l'attention, et même beaucoup d'attention. Mais c'est voulu. Il y a 400 objets, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps parce que c'est une œuvre d'art. Et quand vous lisez un livre, quand nous regardons un film qui est important, ça demande aussi l'attention. Et peut-être il faut revenir. Et il faut revenir encore. Donc, vous voyez, on retrouve ici cette ambition qui était celle des grands jardins de la Renaissance, mais peut-être dans une veine plus déconstructiviste, dans une veine nouvelle. Et même à Dungeness, pour revenir chez Derek Jarman, où à première vue on n'a que des plantes, les choses sont plus compliquées parce que la relation avec ce qui nous entoure, avec le ciel, avec ce grand ciel sublime, le mélange des plantes, la parodie du parterre, a aussi des implications sémantiques. La sémantique, bien sûr, est beaucoup plus présente chez Finlay. Ça, c'est un artefact qui a été voulu par lui. Donc, la colonne semble quelque chose d'antique, mais en effet, ça a été fabriqué par des amis artisans. Et voyez comment, de façon très habile, il inscrit le mot Arcadia, a kingdom in Sparta's neighborhood, et il y a une fissure. Il y a une fissure ici parce que l'Arcadie n'existe plus. L'Arcadie est depuis longtemps perdue. L'âge d'or est fini. Déjà, Hésiode disait qu'on n'est plus dans l'âge d'or, on est dans l'âge de fer, on est dans des moments durs. Donc l'Arcadie, c'est le passé, mais néanmoins, ça reste un modèle. Et Sparte aussi, donc vous voyez, ce S privatif, c'est comme s'il avait cassé, il voulait que Sparte et l'Arcadie soient cassés. Donc l'Arcadie qui faisait partie de Sparte, l'histoire est aussi discontinuité. Et Finlay, il aime bien utiliser son jardin comme une œuvre d'art qui pense l'histoire. L'histoire avec H majuscule. Autre citation de Saint-Just. The world has been empty since the Romans. Le monde a été vide, on pourrait dire vide de sens, depuis les Romains. Donc, avec la chute de l'Empire romain, 6e siècle de notre ère, une histoire c'est fini. Et est-ce que l'histoire a recommencé? Est-ce qu'on n'a jamais retrouvé cette grandeur romaine célébrée par la Révolution française ou célébrée dans certains moments? Donc l'histoire est faite par la discontinuité. Vous voyez cette stèle ou cette inscription qui penche, bien, c'est aussi ce côté mélancolique que l'on connaît aussi dans les tableaux du XVIIe siècle. Ou bien d'autres inscriptions. On est ici près d'un petit lac qui a une implication même genevoise, parce qu'il vise, on le verra dans un moment, Jean-Jacques Rousseau, mais sur une pierre est écrit « Si Poussin, here Lorrain ». Poussin et le Lorrain sont peut-être les deux grands peintres du XVIIe siècle en Italie. Ce sont des peintres qui ont une rivalité extraordinaire. Ils ont un langage très différent, et alors utiliser ici tout simplement deux verbes pour renvoyer à cette distinction est extrêmement habile parce que Finlay fait quelque chose qui était programmatique dans les jardins du XVIIIe siècle. Les jardins pittoresques du XVIIIe siècle, il fallait les découvrir idéalement seuls, en y passant beaucoup de temps, et ces jardins étaient voulus comme
aussi important et aussi dense comme un texte, ou bien un roman, ou bien une peinture. Il fallait méditer, il fallait penser. Donc vous voyez comment, avec des petits clins d'œil, Finlay réinstalle ici ou réinvente une tradition qui a été interrompue, celle de l'utilisation de jardin comme un lieu de méditation, de réflexion. On pourrait dire presque une sorte d'œuvre d'art totale, une sorte de Gesamtkunstwerk avant la lettre. Là, vous voyez les inscriptions. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'il a constitué ici un petit lac? Parce que c'est une copie, un clin d'œil à l'île des Peupliers, parce que l'île des Peupliers est évidemment l'île des Peupliers d'Ermenonville, où Jean-Jacques Rousseau trouve sa dernière demeure, 4 juillet 1778, et où le marquis de Girardin a fait construire l'île des Peupliers. Auparavant, il y avait l'île des Cygnes. Là, vous voyez l'île des Peupliers de nos jours, l'île des Peupliers dans les gravures, l'île des Peupliers dans des millions de reproductions et d'aquarelles, et enfin l'île Rousseau à Genève, qui est bien sûr une copie tardive de tout ça. Vous voyez comment avec un seul élément, il invente une histoire et il lie ce lieu particulier en Écosse, perdu dans les Pentlands, isolé même, il faut vraiment vouloir y aller, avec l'histoire du monde. On a vu l'histoire militaire, on a vu l'histoire romaine, on a vu l'histoire de la Révolution française, l'Arcadie, ou bien Genève et Jean-Jacques Rousseau. Ou bien d'autres endroits plus simples, When the winds blow, venerate the sound, l'image d'un instrument simple, lui aussi bucolique, la flûte de Pan, donc la tradition pastorale et bucolique, mais aussi un rappel de la musique dans les jardins à l'anglaise. Parce que dans les jardins pittoresques du XVIIIe siècle, il y avait une mode d'utiliser les harpes éoliennes. Et les harpes éoliennes étaient des harpes qui étaient posées dans le jardin, et au lieu d'avoir quelqu'un qui jouait les cordes, qui touchait les cordes, c'est le vent qui touchait les cordes. Et on aimait beaucoup ce mélange entre nature et artifice. Parce que sans l'harpe, bien sûr, ce son n'existe pas, mais sans le vent non plus. Hein. Et donc, vous voyez, là, on renvoie à l'histoire de la musique dans les jardins. Encore Finlay provocateur, donc un autre pan, tout autre pan de son activité, donc des mines antipersonnelles, tristement célèbres, encore aujourd'hui. J'ai lu dernièrement qu'en Sardaigne, il y a une fabrique qui les vend pour 3 euros. Donc pour 3 euros, vous pouvez faire aujourd'hui une mine antipersonnelle qui peut très habilement tuer dans le monde entier. Donc, et c'est une réalité. Alors, vous voyez, dans son jardin, on trouve aussi ce genre d'artefacts qui rappellent que notre monde, c'est pas seulement l'idylle, c'est aussi la guerre, c'est aussi la violence. Violence qui est très présente aussi. Il y a des chars, il y a... parfois, on a attaqué Finlay, on a dit, mais tu exaltes ici la violence. Et lui, il disait, non, c'est une œuvre d'art. Et tout comme dans un texte littéraire, quand vous lisez des scènes de destruction, hein, on peut dire même qu'il y a quelque chose de cathartique qui devient possible dans notre rencontre avec ce genre d'œuvre d'art. Donc là, on continue la promenade. Donc, vous voyez des pyramides qui renvoient à la pyramide de Cestius à Rome, ou bien aux pyramides en Égypte, ou bien d'autres inscriptions. Donc, parfois, ce jeu de mots avec des jeux de mots de toute façon, donc, qui jouent avec la sonorité de l'anglais, ou bien des symboles de certains éléments de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça semble naturel, une tortue. En Asie, c'est le signe de la longévité et du bonheur, mais en inscrivant ici le nom d'une division de la Waffen-SS, ça devient vraiment son contraire. Ça devient une sorte d'oxymore. Hein. Donc, des provocations extrêmes que l'on trouve partout. Après, Finlay a beaucoup travaillé dans les galeries d'art, avec des inscriptions de ce genre, aussi avec la gravure. Il y a des très très beaux travaux de ce genre. Souvent, sur ces objets-là aussi, il y a des inscriptions. En revenant vers Jarman, vous voyez, c'est un lieu qui est ouvert, complètement ouvert. Jarman est arrivé très très loin dans l'assemblage, parfois poétique. Il met ensemble des éléments durs, le fer qui est en train de rouiller, avec des éléments de verre.
Ça a une sorte de qualité poétique immédiate, mais ce n'est pas moins érudit, et je dirais même pas moins intertextuel que les travaux de Finlay. Parce que ce genre d'assemblage renvoie évidemment à l'esthétique des objets trouvés. Par exemple, la courte Schwitters. Schwitters, c'est l'un des premiers artistes qui prend des éléments un peu partout, y compris des éléments rouillés, et qui compose des œuvres d'art qui n'existeraient pas sans ces objets trouvés. Mais on peut penser aussi à Yves Tanguy, qui aimait énormément ces objets au bord de la mer. Et bien sûr, avec Jarman, le jardin devient une sorte de tableau vivant de tout ce qu'on trouve au bord de la mer. Mais on peut penser aussi à Tinguely et à la récupération de ressorts et de toutes sortes de bobines et d'éléments rouillés ou non. Une sorte de poésie ludique simple qui renaît dans ce jardin, mais aussi à Donald Judd et à Richard Serra, qui travaillent beaucoup avec l'acier Corten, c'est-à-dire que la rouille. Donc vous voyez que ce jardin apparemment moins compliqué est en vérité aussi complexe que celui de Ian Hamilton Finlay en Écosse. Et bien sûr, dans les deux, on trouve des clins d'œil à l'esthétique pittoresque, par exemple à la ligne serpentinée. Ça, c'est le plan des fameuses buttes Chaumont, mais les buttes Chaumont reprennent une esthétique qui commence au XVIIIe siècle avec des réflexions autour de la ligne serpentinée, la ligne de beauté de Hogarth. Et cette ligne, on la retrouve par exemple dans l'élément de l'onde qui est omniprésent, aussi bien chez Finlay. Donc il y a beaucoup d'éléments qui renvoient à l'onde, y compris on trouve parfois des inscriptions Unda, Vele, Onda, etc. dans différentes langues. Vous voyez aussi, quand je vous parlais de Finlay poète, ce sont ce genre de poésie qu'il inventait dans les années 60 ou 70. Et à la fin de sa vie, c'est son jardin qui devient le lieu de la poésie, qui devient la toile. Là, vous pouvez voir encore Unda, vague, ou bien à d'autres endroits, on trouve de même cette inscription. Et en fin de compte, chez Jarman, dans un contexte complètement différent, les ondes, c'est les ondes tout simplement de l'océan, de la mer, qui sont les protagonistes de son film qui s'appelle The Garden. Il a tourné plusieurs films ici au bord de la mer. Et donc, vous voyez comment cette longue ondulation, la forme serpentinée, est très très présente. Donc, pour conclure, on peut dire deux œuvres d'art extrêmement complexes où l'esthétique de la citation est omniprésente. La citation et l'allusion, donc les deux grandes modalités de l'intertextualité, citation et allusion. Des œuvres extrêmement érudites, complexes, qui demandent une énorme attention de notre part. Et là, vous pouvez voir sur le mur de Prospect Cottage, il y a un magnifique poème de John Donne, le grand poète élisabétain du XVIIe siècle. Très très beau poème sur le soleil qui se lève. Le soleil qui se lève. Et le soleil qui se lève, c'est aussi la résistance de Jarman qui est en train de devenir aveugle. Il fait les allers-retours entre Charing Cross, Londres et ce lieu-là, Dungeness. Et dans ce poème, John Donne parle du soleil qui a cette toute-puissance de nous réveiller. Le soleil se lève, il surprend deux amants qui sont ensemble encore dans leur chambre et qui disent « Pourquoi ce soleil nous déranges-tu » Et après, il est même une question de la cécité du soleil, mais en même temps, il est question aussi de la chaleur et de la possibilité de revivre et de survivre et de renaissance. Et donc, vous voyez que ce texte clé, il est posé ici sur le mur et il devient comme une sorte de manifeste pour Derek Jarman qui, aussi longtemps qu'il a vécu, il était porté par cette énergie extraordinaire. Et dans notre exposition, vous avez même deux exemplaires du livre Modern Nature. C'est son journal, assez extraordinaire, parce que ce n'est pas seulement un journal d'une maladie qui malheureusement est devenue de notoriété mondiale, mais c'est beaucoup de choses ensemble. Donc c'est une sorte de réflexion globale aussi sur ce que c'est la nature et le jardin. Donc mais j'allais de toute façon finir, donc je voulais finir d'une part sur Derek Jarman, que vous voyez ici,
comme un petit roi dans son jardin. Le jardin, c'est peut-être toujours le lieu du prince, parce que même le jardin le plus simple, c'est toujours, on est roi dans son jardin. Et peut-être cette idée de le jardin est peut-être un lieu solipsiste et un lieu pour quelqu'un, et qui peut-être il y a des difficultés aussi de faire entrer du monde dans son jardin. C'est peut-être aussi la grandeur, la misère du jardin. Et d'autre part, dernière image de Ian Hamilton Finley, Arcadia, l'Arcadie. Vous voyez cette proximité de ce que notre culture connaît comme plus extraordinaire schéma du bonheur, l'âge d'or, le monde pastoral, où tout était présent, tout était en surplus, tout était abondance, et après, ce que nous en faisons aussi. Donc, ce sont deux œuvres, je dirais, qui, l'un par le thème de la maladie, c'était un jardin thérapeutique, c'était un jardin terminal, mais ça aussi, c'est pas complètement original, parce que beaucoup de jardins du Moyen-Âge étaient des jardins de simples, donc des jardins qui devaient guérir, mais pour Jarman, c'est un jardin qui devait, non pas le guérir, mais lui donner des moments de bonheur paradoxal, et donc c'est un jardin lié à la maladie, et d'autre part, c'est un autre jardin qui est lié aussi à la violence et à l'histoire, et aux leçons que nous tirons de l'histoire. Donc je dirais, si on pense ces deux grands jardins ensemble, qui sont assez exceptionnels, on voit que peut-être il est possible encore aujourd'hui de transformer un jardin dans un grand texte aussi dense qu'un texte littéraire. Merci pour l'attention.